Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors-jeu Capital, 48e numéro du podcast. Et aujourd'hui, on va revenir sur la finale de Coupe de la Ligue qui a eu hier, remportée par le Paris Saint-Germain. On va revenir sur la finale et sur le parcours des deux clubs qualifiés pour la Ligue des Champions qu'on va retrouver dans pas longtemps en août. Mais avant de vous parler du sommaire, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner. Alors aujourd'hui, on a décidé d'avoir les deux clubs représentés. Bon, tout d'abord la caution parisienne qui est avec moi évidemment sur tous les podcasts. Mousse qui est avec moi. Ça va, Mousse? Salut Hugo, salut tout le monde, ça va bien, merci. Bah oui, toujours heureux après un titre, hein. Un lendemain de titre. Ouais, c'est tout ce qu'on va retenir, le titre. Ouais. Pour le reste, on en reparlera. On parlait. Je sais qu'Yacine est comme ça là sur les dents. Ça va, Yacine? Ouais, ça va, ça va. Toi aussi, quand même heureux, même malgré la terne finale, mais heureux pour le titre quand même. Bien sûr, mais il y a pas que ça dans le foot, justement. Alors, Ah, je sais qu'il y a toujours ceux qui vont nous dire ah, vous n'êtes pas content. Mais si, on est content, mais voilà. je sais, t'es là pour nous le rappeler, Yacine. Et enfin, donc je vous dis, on a la caution parisienne et on a la caution lyonnaise. Avec nous, le journaliste et community manager du compte Twitter Inside Gone, qui compte 37 500 abonnés sur Twitter, hein, vous le voyez, qui relaie toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais, que ce soit pour les déclats, les stats, infos, vous avez tout le résumé. Hugo Ternès qui est avec nous, ça nous fait très plaisir d'avoir un membre de Inside Gone. Merci Hugo d'être avec nous. Merci pour l'invitation. J'imagine que vous avez bonne mine ce matin et que vous êtes un peu plus, on va dire, content que moi aujourd'hui. Mais Je vais pas te poser la question, Hugo, parce que je vais pas te dire si toi ça va, parce qu'évidemment, après voilà, une finale perdue, etc., ça doit être compliqué ce matin. Le réveil a dû être un peu dur. c'est surtout la nuit qui a été vraiment très courte. Mais non, sinon ça va. On a pris un petit peu de recul, on a trouvé quelques enseignements, on va dire. Mais sinon, c'est quand même bien déçu de ce match-là. Bon, Hugo se faire éliminer par le PSG au tir au but après un 0-0. Bon, ça va, vous sortez entre guillemets avec les honneurs, tout va bien. Oui, mais il y avait la qualification européenne qui était en jeu. Donc pour nous, on va dire, c'est compliqué. Bon, en tout cas, J'imagine, faut faire on va en attention. reparler. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux Hugo, donc voilà, quand vous intervenez, les gars, dites Hugo Ternès ou dites Hugo d'Inside Zone, voilà, comme ça, on se mélange pas. Et c'est sûr que tu as raison, Hugo, c'est mieux de faire pour ça qu'on voulait faire le podcast le lendemain du match, parce que à chaud, peut-être le soir, on aurait été un peu plus virulent, peut-être. En tout cas, donc, dans le sommaire, on va parler, donc on va revenir sur le match et on passera ensuite en deuxième partie en se projetant sur voilà, la Ligue des Champions qui arrive pour Lyon et le Paris Saint-Germain. On va donc revenir sur le match, hein, la 9e et dernière Coupe de Ligue de l'histoire remportée par le Paris Saint-Germain. Victoire au bout du bout hein, lors de la séance de pénalty, 6 tirs au but à 5 pour le Paris Saint-Germain. Sarabia qui a marqué le péno victorieux et Bertrand Traoré qui a manqué le sien, arrêt de Keylor Navas. Bon les gars, on va pas se mentir, hein. Finale quand même au bout de l'ennui, 0-0 pendant le temps les 90 premières minutes, 0-0 encore pendant les 30 minutes supplémentaires de prolongation. Mousse, on a été jusqu'au bout, ça a été quand même une finale décevante et laborieuse. Ouais, très laborieuse. On avait déjà eu une finale qui était pas terrible hein, contre Saint-Étienne, hein, vos meilleurs amis, hein, Hugo. Et aujourd'hui, hier, pardon, on a assisté à une rencontre très très pauvre techniquement. Pas mal d'erreurs. Alors, je vais parler d'abord du côté parisien, hein. Pas mal d'erreurs techniques de l'autre côté. Nos latéraux, comme d'habitude, hein. Alors, il y avait une particularité parce que Kurzawa, qui est latéral gauche, a joué à droite suite à la blessure parce qu'on a appris que Dagba avait ressenti une douleur, était blessé. Kerrer était sur le retour. Il était présent, mais il n'était pas prêt à débuter. Et puis, on a eu une composition, on a changé de schéma tactique, hein. Thomas Tuchel nous a préparé un 4-3-3. Donc, non, un match difficile avec une bonne demi-heure lyonnaise qui a joué très haut, qui s'est inspiré un peu de ce qu'a fait Saint-Étienne la semaine dernière. Et qu'après 35 minutes, ça a été un peu plus difficile pour les Lyonnais. On les a un peu moins vus en fin de première mi-temps. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, ça a été plus que difficile. Et de notre côté, on n'a pas su profiter de ça. Donc, on rentrera dans le détail, mais comme tu l'as précisé, la prolongation, c'était une véritable purge, quoi. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu jouer le PSG, enfin, qui balançait devant, qui dégageait comme ça à l'emporte-pièce. C'était, Ouais, on y reviendra, mais à la fin, c'est vrai que c'était carrément des dégagements du gardien sur le pauvre Neymar tout seul. Hugo, toi, justement, qu'est-ce que tu fais comme enseignement? Qu'est-ce que tu tires de ce match un peu voilà, à froid au lendemain d'une finale perdue et qui pourrait peut-être priver Lyon? On attendra le parcours en Ligue des Champions, mais peut-être d'Europe depuis 1980. Ça n'est pas arrivé depuis 1996 que Lyon ne soit pas qualifié en Coupe d'Europe.
C'est ça, donc c'est quand même compliqué aujourd'hui d'en parler, mais en tout cas, les enseignements de ce match, j'ai envie de dire, pour la première mi-temps, comme Mousse l'a bien dit, c'est une première mi-temps qui était quand même, on va dire, acceptable du côté lyonnais, parce qu'on ne savait pas exactement ce que ce 3-5-2, qui peut être un 5-3-2 aussi, pouvait donner du côté lyonnais. Parce qu'on s'est quand même préparé avec les matchs amicaux par rapport à ce système-là. La défense était quand même assez fébrile pendant la préparation, donc on attendait de voir si la défense allait tenir ou pas, et elle a plutôt bien tenu en tout cas. Grand match de Marcelo et de Marsal du côté des défenseurs, un petit peu difficile pour Denayer aussi également. Un pressing assez haut, comme Mousse l'a dit aussi également, donc ça faisait plaisir à voir. Après, pour la deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus compliqué dans le sens où les organismes n'étaient pas habitués évidemment à jouer à une intensité aussi haute, parce que quand même, il faut le dire que la préparation des Lyonnais, même si c'est des oppositions qui sont moyennes voire faibles aussi également, c'était quand même compliqué d'enchaîner avec un match contre le Paris Saint-Germain. Et puis après, à la suite, on a vu que les organismes ont souffert avec la chaleur. Il y avait très peu de vent aussi. Il y avait un des community managers aussi qui était dans le stade et qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de vent, il faisait hyper chaud. Donc j'imagine que ça jouait un petit peu aussi pour les acteurs qui jouaient dans le match. Mais ouais, quand même déçu. Et surtout, je dirais les remplaçants lyonnais n'ont pas vraiment apporté de fraîcheur comme je l'espérais. Avec les rentrées de Karl Toko Ekambi et de Bertrand Traoré, qui sont montrés un petit peu fébriles, et c'était compliqué pour eux devant, tout seul aussi également, parce que un des soucis de ce système de jeu que Rudy Garcia a apporté à l'Olympique Lyonnais, c'est que en attaque, on l'a vu avec Moussa Dembélé qui a aussi été transparent pendant quasiment l'intégrité du match, et Memphis Depay un petit peu aussi, c'est que on est avec deux attaquants esselés qui sont très peu sollicités par le milieu de terrain aussi, parce qu'on a eu quand même cette bataille au milieu du terrain avec Marquinhos Verratti, Cacré et Bruno Guimaraes, mais ouais, une finale assez compliquée du niveau de l'OL. Après, j'imagine que la chaleur a un peu bousculé le tout parce qu'il faisait quand même très chaud. Et bon, après, c'est pas évidemment une excuse, on va dire, parce que c'est des deux côtés pareils, mais après, c'était par le talent. Et je rejoins un petit peu Mousse quand même sur pas cette purge, mais je veux dire, c'est quand même une bonne finale, on va dire. Mais il manquait énormément d'engagement, en tout cas du côté lyonnais, qui devait aller chercher cette place qualificative à la fin. Et j'ai trouvé que dans certains joueurs, c'était compliqué. On va y revenir, justement. On va faire après le point par point. On va rentrer dans la tactique du match. Yacine, ton analyse du match au lendemain, quand même, bon, voilà, le Paris Saint-Germain qui réalise un quadruplé, hein, c'est assez à souligner quand même, qui prend le trophée des champions, le championnat, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Mais en dehors de ça, voilà, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Tourelle qui est passé en 4-3-3, mais c'est vrai que ce qui concerne le Paris Saint-Germain, du point de vue tactique et sur l'intensité, c'est quand même inquiétant avant l'Atalanta. Et en fait, une fois qu'on a enlevé les excuses, entre guillemets, la chaleur, 4 mois d'arrêt, deuxième match officiel pour le PSG, premier match pour Lyon, est-ce que ça excuse le manque d'intention? Est-ce que ça excuse le déchet technique? Est-ce que ça excuse le manque d'envie d'aller gagner? Parce que moi, j'ai trouvé qu'à un moment donné, on avait presque deux équipes qui avaient tellement peur de prendre ce fameux but parce qu'on était tellement... Il n'y avait pas d'occasion, pas de réelles occasions, il y en a eu quelques-unes malgré tout, mais voilà. Et en fait, j'ai eu l'impression à un moment donné que c'était deux équipes, en gros, si on prend le premier but, ça, c'est mort de chaque côté, donc on tente plus rien et puis on attend. On attend qu'il se passe un miracle ou on attend les pénaltys. Voilà. Est-ce que ça excuse tout ça? Non, ça n'excuse pas tout ça. Côté parisien, moi je suis désolé, mais le choix de Kurzawa, côté droit, il interroge. La tactique, elle interroge. Replacer Marquinhos au milieu, ça interroge. Le fait que Sarabia ne débute pas et rentre quand même assez tard, il rentre à l'heure de jeu, mais pour moi, c'est voilà. Il y a trop de choses. Côté lyonnais, je pense encore une fois, alors ça fera peut-être plaisir à certains lyonnais, pas à tous, mais encore une fois, voilà, Rudy Garcia dans un gros match, c'est peu de prise de risque. Moi, je suis désolé, à un moment donné, quand je vois ce PSG-là, je ne peux pas demander à mes défenseurs d'allonger en disant « faut pas qu'on perde le ballon ». L'action type qu'auraient dû réaliser les Lyonnais, c'est celle où Dubois passe dans le dos de Baker. Ça arrive une fois dans la mi-temps. C'est pas normal. Avec le centre en retrait. Voilà.
À côté lyonnais, c'est plus le côté gauche qui a été plus remuant, le côté de Maxwell Cornet. Ouais. Ouais. Ah bah Kurzawa, il a souffert, ouais. Voilà. Après, Kurzawa, c'était obligé, mais on expliquera après pourquoi. Mais voilà, et je pense que tu peux pas te contenter dans une finale où, effectivement, le PSG joue une finale pour la gagner, mais Lyon joue pratiquement sa saison. Une qualification en Coupe d'Europe, tu peux pas me proposer aussi peu. Et après, on y reviendra aussi, mais le coaching. Voilà, quand tu fais un coaching à la 80e minute alors que ton équipe ne propose rien, que tu as un banc de touche qui est quand même un bon banc de touche à Lyon, enfin, voilà, ils ont quand même un effectif qui tient la route. Donc il y avait des possibilités de changement plus tôt pour essayer de créer quelque chose. Voilà, la peur de perdre ce match, elle a fait qu'à un moment donné, avec tous les ingrédients qu'il y avait aussi après autour, bah, on n'a rien vu. Moi, je me suis ennuyé. Les 30 minutes, c'était à la limite si j'allais pas essayer d'appeler Nathalie Bois-de-la-Tour pour dire évitez-nous ces 30 minutes, allez au tir au but et on passe à autre chose parce que là, c'est trop pour moi. C'est dommage parce que tous les autres tours en Coupe de la Ligue, ça se termine directement après les 90 premières minutes de penalty. Ça aurait été mieux pareil parce que de ce qu'on a vu dans les prolongations, à part un tir de Di Maria et allez, le petit frémissement à la fin avec le coup de Neymar, il n'y avait rien du tout. Mousse, pour rentrer dans les choix de Tourelle, Yacine a commencé à en parler. C'est vrai que la compo est sortie avant le début du match. On a quand même beaucoup été interloqué par le fait que Marquinhos repasse en 6 alors qu'il n'a pas joué une seule fois pendant les matchs de préparation à ce poste-là. Il a joué lors de la saison, mais pas dans les matchs de préparation. Bon, d'accord, Kurzawa à droite parce que Colin Dagba et Thilo Kehrer sont blessés, mais il y avait possibilité de mettre Marquinhos à droite, par exemple, pour Ander Herrera. Il y a quand même plusieurs questions, plusieurs choix, par exemple, qui posent question dans l'alignement et la défense préparée par Tourelle, et aussi par les changements et les choix tactiques opérés pendant le match. Bah, je ne sais pas s'il y a eu des choix tactiques opérés pendant le match. En tout cas, sur le 11 de départ, évidemment qu'on peut s'interroger sur certains choix, et notamment, comme l'a dit Yacine, Kurzawa en latéral droit. Donc, déjà, on savait que Kurzawa, il manquait un peu de rythme. Il a jamais été titulaire, il me semble, pendant les matchs de préparation. Donc, si déjà tu mets un mec en méforme et qui ne joue pas à son poste, c'est compliqué. C'est très compliqué. Marquinhos, encore une fois, moi je ne comprends pas qu'on puisse on a des milieux de terrain qu'on a achetés assez cher, qui sont plutôt performants, et tu t'entêtes parce que tu es incapable de faire jouer ton équipe, donc tu t'entêtes à mettre Marquinhos parce que ça te rassure. Et Marquinhos, moi je suis désolé, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé exceptionnel au milieu, devant la défense. Derrière, heureusement que c'était assez solide quand même, Marquinhos, Silva, Kimpembe, pardon. Et encore, un grand Keylor Navas. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, hein, mais il est toujours concentré, Navas. C'est ça qui fait plaisir. C'est pour moi exactement. Pendant le match, et sur le coup franc de Maxwell Cornet, il est là pour la détourner, et puis il reste Voilà. même etc. Enfin, c'est les grands gardiens de toute façon qui arrivent au bout de 120 minutes de jeu à être encore décisifs dans les séances de penalty. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu allumes Kurzawa, qui est déjà à gauche pas terrible. Donc autant le mettre à gauche et essaye de trouver une solution à droite. Becker, tous les matchs. Alors ok, c'est sympa, il est jeune, voilà, on peut lui pardonner certaines choses, mais il n'a pas le niveau, comme l'a dit Yacine. Il y a d'autres solutions. Par exemple, comme je te l'ai dit, tu mets Kurzawa à gauche et puis à droite, on avait déjà vu Herrera, je crois qu'il avait joué 2 fois. C'était pas dégueu. Bon, en tout cas, c'était mieux que ce qu'on a vu dans les matchs de préparation. Voilà, quant au milieu de terrain, le pauvre Galagay, dès qu'il avait la chance de récupérer un ballon, tu avais l'impression qu'il ne savait pas trop quoi en faire. Alors effectivement, il y a un problème au niveau des transmissions chez Gay. C'est souvent soit faute technique, ou soit ça n'atteint pas la personne à qui c'était destiné. Et puis devant, voilà, on a vu que le seul Neymar qui essayait de se débrouiller. Et puis on a vu les deux Argentins complètement transparents, Icardi et Di Maria. Donc, on y reviendra un peu sur les performances individuelles. Je vais venir vers toi, Hugo, parce qu'on parlait de la composition parisienne, mais on peut parler aussi de la composition lyonnaise, évidemment. Avec le choix de mettre Maxence Cacré, donc, qui a été plutôt salué par les supporters lyonnais, à la place de Thiago Mendes. Maxence Cacré qui a réalisé un très gros match, notamment dans le pressing, dans la récupération de ballon. Comme quoi, parce que Rudy Garcia dit souvent qu'il faut du muscle au milieu de terrain, mais comme quoi on n'est pas obligé de faire 1m90 et 85-90 kg pour pouvoir récupérer des ballons. Comment toi, tu as jugé les Lyonnais, en tout cas par rapport à la composition prévue par Rudy Garcia, qui était celle qui avait été mise pendant les matchs de préparation, un 5-3-2 modulable en 3-5-2 dans les phases d'attaque. Comment tu as trouvé l'organisation, le système tactique de Lyon ?
Alors, est-ce que Cacré était une surprise face au PSG? Je pense pas, dans un sens où C'est plutôt Thiago Mendes qui était annoncé quand même. c'est ça, mais Cacré a fait quand même une très bonne préparation avec l'OL par rapport aux 4 matchs qu'il a pu jouer. Thiago Mendes, il revient en force. C'est sûr qu'il a beaucoup plus d'expérience, on va dire, que ce soit international ou sinon, ben, je l'ai vu jouer à São Paulo parce que je suis brésilien et mon club préféré c'est São Paulo. Donc je connais un petit peu le joueur aussi pour savoir comment il joue. Mais Maxence Cacré, c'est pas une surprise qu'il puisse s'imposer au milieu de terrain lyonnais parce que comme on l'a vu, et aussi ce qui, je pense, qui a surpris pas mal de personnes, c'était son niveau de jeu hier face au PSG. Quand on le voit à la 100 et quelques minutes qui fait un retour sur je sais plus quel Parisien, alors que Traoré avait fait une talonnade. Traoré qui a joué 30 minutes de jeu et Cacré qui court comme un malade pour aller récupérer le ballon. C'est là où on voit cette envie que les Lyonnais ont manqué quasiment pendant toute la saison en soi. Donc, est-ce que Cacré a vraiment été une surprise sur la compo lyonnaise? Oui et non, dans le sens où oui, Thiago Mendes a été annoncé, mais Maxence Cacré a quand même fait une préparation qui était plutôt très très correcte. Et j'ai une petite question avant de te redonner la main, Hugo. Est-ce que tu sais pourquoi Melvin Bard, qui est un latéral gauche qui est formé à l'Olympique Lyonnais, qui a fait une bonne préparation aussi, pourquoi il n'était pas sur la feuille de match hier? Il était blessé? Alors ça, on n'a pas vraiment d'informations qui a été communiquée par le club. On n'a pas les sources précises pour dire pourquoi est-ce que Melvin Bard n'a pas été retenu pour le groupe des 22 lyonnais. Après, tout ce qu'on sait aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est que c'était un choix de Rudy Garcia qui jugeait que Bard était pas assez expérimenté pour jouer ce type de rencontre-là. Donc ça, c'est plutôt les informations que moi j'ai pu suivre un petit peu sur Twitter. Mais pas de confirmation officielle en tout cas de la part de l'OL par rapport à ça. Après, on sait qu'il est en négociation avec le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich est à la charge par rapport à Bard. Donc, est-ce que le Bayern de Munich a demandé à l'OL de ne pas faire jouer le joueur? Ça, c'est une autre question aussi également. Donc, j'imagine qu'on aura une réponse d'ici peu, mais pas de confirmation en tout cas par rapport à ça. Mousse, tu voulais réagir? Je t'ai vu lever la main. Voilà, juste un mot sur Cacré. C'est un bon milieu de terrain. Après, il a un peu les défauts de la jeunesse. Je l'ai trouvé parfois un peu trop fougueux. Et d'ailleurs, je crois qu'il a pris un carton jaune. D'ailleurs, voilà. C'est un bon joueur. Après, il faudra peut-être juste qu'il se canalise un peu. Je pense que là, c'était face à Paris. C'est normal. C'est une finale. Il voulait se montrer. Et ça reste un très bon jeune. Après, voilà. Il faut juste qu'il se canalise un peu. Ça serait dommage qu'il mette un peu trop de coups, qu'il s'habitue déjà. Parce que hier, quand même, contre le match entre lui et Guimarães, parfois c'était un peu limite. Hein. Par contre, c'était un match de bonne tenue comparé au match contre Saint-Etienne. Il n'y a pas eu de méchante faute, de vilaine faute ou de réaction peu. Parce qu'on sait que parfois, les rencontres entre Lyon et Paris, souvent, ça peut. Il y a des petits. Voilà. Tu sais pourquoi, Mousse? Parce qu'à chaque fois que Neymar il y avait une faute sur lui, c'était un Brésilien qui lui faisait. Donc à chaque fois, il se faisait un sourire, il se prenait la tête. On l'a vu avec Raphaël, on l'a vu avec Marcel. Donc c'est pour ça que ça se passait bien, tu vois. Mais en fait, moi, voilà. Mais tu sais, tu te rappelles le podcast précédent, j'avais dit moi ma crainte, c'est parfois un peu Marcelo qui parfois il sort de son match et voilà. Et ben hier, voilà, ça va, ça a été. Tu vois, rien à dire sur Marcelo. Il y a eu 19 fautes. J'ai revu les stats, il y a eu 19 fautes côté parisien et 16 fautes causées par les joueurs lyonnais. C'est un match plutôt correct. Dans les prolongues, c'était quand même particulièrement haché quand même. Hein. Il n'y avait quand même pas beaucoup de situations. C'était quand même un match. Toutes les 20 secondes, c'était arrêté. Il n'y avait pas trop de passes d'affilée. Yacine, après avoir fait, on va rentrer un peu dans le match. C'est vrai que les Lyonnais, et ça va servir peut-être au Paris Saint-Germain, parce qu'ils évoluent dans un système que l'Atalanta va utiliser, un 3-5-2. Ils ont beaucoup gêné les Parisiens, les Lyonnais, dans l'intensité. Ils ont pressé très très haut. Alors on peut penser aussi peut-être qu'ils ont beaucoup donné dans les 30 premières minutes et qu'ils ont laissé un peu de force parce que Hugo l'a rappelé, il y avait la chaleur qui a beaucoup gêné les joueurs dans les organismes. Ils ont beaucoup gêné les Parisiens, alors après c'est un peu descendu, mais je pense que Lyon aurait pu largement faire mieux parce que c'était un Paris fébrile et un Paris pas dans son niveau de la saison qui n'est pas encore à 100% par rapport à Lyon qui a repris l'entraînement 2 semaines avant et qui est un peu mieux préparé, on va dire, physiquement. Le problème du PSG, c'est simple, c'est que quand tu as un milieu à 3 et que tu as 2 joueurs sur 3 qui ne peuvent pas sortir le ballon, en fait, tu n'as qu'un joueur qui est capable de sortir le ballon et c'est Verratti. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est facile de presser, mais évidemment que c'est plus facile que si tu avais par exemple un Paredes qui est aussi capable
de sortir le ballon, de tenir le ballon et de jouer un peu long pour sortir. Donc, automatiquement, Paris s'est mis en difficulté, en fait, déjà dans sa composition. Quand tu veux sortir le ballon, c'est pareil. Tu écartes le jeu, tu cherches un relais à l'intérieur et tu vas chercher les latéraux. Tu as Bakker qui ne sait pas trop quoi faire et tu as Kurzawa qui n'est pas sur son bon pied. Alors, je vais revenir sur Kurzawa vite fait. Pourquoi c'est de toute façon un mauvais choix? Parce qu'en fait, on sait que les gauchers, ils ont une spécificité. Généralement, les gauchers, ils n'ont pas de pied droit. Voilà, en général. Donc, automatiquement, se retrouver dans cette situation, et on l'a vu plusieurs fois, Kurzawa, il avait du mal à s'orienter quand il recevait le ballon. Il avait du mal à chercher des passes parce qu'en fait, il était orienté à l'intérieur du jeu, alors que c'était là où il y avait la densité. Donc, on l'a vu qu'il était en difficulté, mais ce n'est pas de sa faute. Évidemment qu'il y avait déjà le choix Herrera, qui pouvait aussi. Mais je vais revenir sur Marquinhos. En fait, Marquinhos, le problème, c'est que, évidemment que moi, je ne suis pas fan de Marquinhos à droite. Maintenant, en fait, quand tu fais ta compo, tu te dis, est-ce que je mets Kurzawa ou est-ce que je mets Marquinhos? Évidemment que je mets Marquinhos, parce que déjà, Marquinhos, il sait défendre. C'est un poste qu'il a occupé plusieurs fois, notamment avec Laurent Blanc. Et contre Chelsea, par exemple, je me rappelle, il avait fait un très, très bon match à droite. Et en plus de ça, est-ce que tu mets Marquinhos à droite ou au milieu? Mais il ne t'apporte rien au milieu. Donc, mets-le à droite, au moins, tu as ta défense, elle tient la route. Et après, au milieu, tu as des joueurs qui sont capables de venir, normalement, combler. Et moi, je pense que quand on voit Paredes rentrer dans la prolongation, parce que Silva... Ouais, c'est ça, à la 91e, parce que Thiago Silva a une gêne Voilà, c'est quand même... En fait, je pense qu'on en avait parlé avec Sacha Tavolieri la dernière fois. Évidemment que le message, il est que Tourelle ne veut pas de Paredes et Verratti. Et je ne pense pas, encore une fois, que ce soit pour le jeu. Mais effectivement, il avait raison, Sacha. Je pense que c'est par rapport au comportement. Il a peur que ces deux joueurs se chauffent un peu mutuellement. Et il y en a un qui parle aux arbitres, l'autre qui met des coups. Et il a peur d'en perdre un trop vite. Et en fait, c'est un mauvais choix, encore une fois. Si les mecs savent pas tenir... Si je peux t'interrompre 2 secondes, Yacine, sur Marquinhos à droite. Alors, moi, je l'avais déjà dit. Pourquoi moi, j'y crois plus à Marquinhos à droite? Parce que tu l'as cité, ça date de Laurent Blanc. Donc, ça veut dire que ça fait 4 ans qu'il a plus joué à ce poste-là. Tu vois, moi, encore une fois, j'aurais soit envisagé, quand tu as un problème de latéraux et qu'en plus tu as des blessés, il faut voir à l'étage en dessous si on a quelqu'un qui peut. On a pris Baker à gauche. Il n'y avait pas son penchant à droite au centre de formation. C'est Pembele, quoi, en gros. C'est Pembele. C'est son poste, il me semble. Si tu lances Baker, qui n'a pas d'expérience, qui n'a quasiment pas joué l'année dernière, tu peux donner sa chance à Pembele. Ou sinon, encore une fois, tu as Herrera. Tu avais quand même d'autres solutions. Et là, et ce problème-là, en fait, tout ça, ça revient à dire que Tuchel, il a un vrai problème quand il est en difficulté. Tuchel, il ne sait plus faire des choix. C'est-à-dire, dès qu'il a 1 ou 2 ou 3 blessés, c'est fini. Il panique et on dirait qu'il fait n'importe quoi. Et c'est exactement ce qu'on a vu hier. Et la dernière fois qu'on a vu, et je te redonne la main, Yacine, la dernière fois qu'on a vu le trio Paredes, Gay Verratti, c'était contre Angers le 7 octobre dernier. Et Paris avait gagné 4-0, avait fait un très bon match. Voilà. Et d'ailleurs, Hugo, il y a même une autre solution, d'ailleurs, pour le milieu à 3. Ouais. Vu que Gay, parfois, dans la récupération, hier, il a réussi à gratter des ballons. Mais en fait, c'est la phase d'après qui n'est pas bonne. Oui, c'est lorsqu'il faut la redonner. Donc, pourquoi pas essayer Paredes devant la défense avec Verratti et Herrera? Là, tu as des joueurs de foot, tu as des mecs qui savent faire les transmissions, tu as Herrera qui couvre pas mal de milieu de terrain. Il y a tout de même des solutions. Ouais. Moi, je n'ai pas mon diplôme de coach. Tuchel est un bon coach. Moi, je continue à dire que ça reste un bon coach malgré tout. Mais je ne sais pas pourquoi au PSG, il ne fait pas de choix. Ou c'est des non-choix. Je termine juste sur et en fait, la deuxième chose, c'est que quand Paris devait défendre, le problème, il était dans qu'est-ce que font les latéraux. Je ne parle même pas avec le ballon, mais dans le pressing. Est-ce qu'ils allaient chercher les latéraux lyonnais ou est-ce qu'ils restaient entre deux? Et finalement, ils sont toujours restés entre deux. Et l'action, encore une fois, je reviens à cette action, l'action où Dubois passe dans le dos de Bakker, elle est typique de ce qu'aurait dû faire Lyon dans ce système-là. Profiter justement du doute des latéraux parisiens dans le placement pour plonger dans leur dos et amener du surnombre devant, sauf qu'ils ne l'ont jamais fait parce qu'ils ont eu peur. Et la dernière chose, je termine sur Tourelle, la conférence de presse de fin de match où il dit... justement, je vais y revenir après. Ouais. Tu voulais parler des points positifs pendant... Oui, le seul point... Voilà, en fait, pourquoi? Parce que Moussa en a parlé. En fait, pour moi, Tourelle, encore une fois, je ne remets pas en cause ses qualités de coach parce qu'il a montré des choses à Dortmund, etc. Il n'y a pas de problème et moi, je ne suis rien du tout. Je suis personne. Le seul truc, c'est que
depuis l'année dernière, je trouve qu'il y a des moments de tension. Il y a des moments où il est très souriant, il y a des moments de tension. Et ces moments de tension, comme par hasard, dans ses choix de match, il n'est pas bon. Dans ses choix de compos de départ, il n'est pas bon. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est pris par cet enjeu-là. Sa conférence de presse d'après-match, il dit « Ouais, c'est quoi? Il y a 99 points positifs et vous cherchez le 100e ». C'est pas vrai. Parce que déjà, il n'y a pas 99 points positifs. Yacine, tu sais, je l'expliquerai pourquoi. Il répond à Dominique Sévrac. Et ça, c'est très important. Je vous expliquerai pourquoi. On reviendra après. Je vais me tourner vers Hugo pour parler justement. Vous parlez du milieu de terrain, c'était intéressant. Justement, je vais me tourner vers le milieu de terrain lyonnais, Hugo, avec composé de Bruno Guimaraes, Oussem Aouar et Maxence Cacré. On a vu Bruno Guimaraes qui a été pas mal pris quand même en tenaille par Marquinhos, qui n'a pas laissé trop développer. On a vu Oussem Aouar, mais c'était plus par fulgurance. Alors, il a eu des actions de grande classe. Notamment, j'ai encore en tête la percée où il dribble 2-3 joueurs, où il met dans le vent. Milieu de terrain. Ouais, exactement. Donc, mais ça a été trop par intermittence. Comment tu as jugé, toi, le milieu lyonnais? Notamment, je pense que tu as été satisfait, je pense, en première période où ça a été plutôt bien réalisé. Ça coulissait bien, c'était un vrai bloc. Et en deuxième période, c'était un peu plus timoré, peut-être, ou au moins dans le lien entre le milieu et l'attaque lyonnaise. En tout cas, juste pour revenir à ce que Mousse avait dit sur Maxence Cacré par rapport à son carton jaune et par rapport à sa jeunesse, je trouve qu'il a très bien, fait par rapport à ses intentions. Évidemment. N'hésite pas, juste Hugo, je te coupe. N'hésite pas si tu veux prendre la parole. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse parler en tout cas, mais oui, il n'y a pas de souci pour ça. T'inquiète, je peux les couper. Mais en tout cas, pour Cacré, il a très bien géré son match. C'est sûr qu'il a été très agressif et j'imagine que ça a été une consigne de Rudy Garcia en tout cas. Par rapport à Neymar, par rapport à Icardi, par rapport à tous ces joueurs-là de talent évidemment. Après, évidemment, on peut dire il est jeune, il va peut-être se prendre un rouge. Et moi, c'est ce que j'avais peur parce que l'OL, d'habitude, on prend toujours un rouge contre Paris, que ce soit par bêtise ou ceci, cela. Donc, vous l'avez pris en fin de match. Oui, on l'a pris, mais ça vient plus après, on va dire. Ouais, mais en tout cas, pour le début de match, ça a été très compliqué en tout cas pour Bruno Guimaraes qui n'a pas pu montrer son talent en tout cas parce que c'est un joueur de talent. Juninho a très bien repéré ce joueur d'Atlético Paranaense. Il a manqué, on va dire, d'intensité au milieu de terrain. Il a manqué, on va dire, de cohérence un petit peu de jeu avec Oussem Aouar et Cacré. J'avais l'impression que Cacré et Aouar, ils géraient le milieu de terrain et que Guimaraes était un petit peu, on va dire, de travers ou à côté de ce milieu-là. Après Aouar, on n'a pas vu un très grand Aouar, si j'ai envie de dire. Oui, il a fait quelques bonnes enjambées, quelques dribbles, mais j'ai pas trouvé au top de sa forme aussi également. Après, évidemment, Cacré, ça a été avec Anthony Lopes aussi également, parce qu'on parlait de Navas, mais Anthony Lopes aussi a sorti quand même un grand match. Donc c'était quasiment un match de gardien. Après, tir au but, Navas a été évidemment plus chanceux que Lopes, si on peut dire. Mais sinon, en tout cas, pour ce qui est du milieu de terrain lyonnais, je trouve qu'ils ne sont pas mis aux bonnes dispositions parce que si on revient à la tactique un petit peu aussi lyonnaise, je trouve que l'effectif lyonnais n'est pas fait pour jouer avec ce 3-5-2, 5-3-2. Quand on a vu Lyon par le passé, quand il y avait Nabil Fekir, quand il y avait Lacazette, Ferland Mendy, ceci, cela, on a vu que contre les grandes équipes, Lyon a aligné toujours ce 4-3-2-1 qui pour nous, en tout cas, permettait d'avoir un jeu un peu plus offensif. Et quand on voit l'effectif lyonnais aujourd'hui et quand on voit que Jeffrey Adelaide ne rentre pas en jeu alors qu'il a toutes les qualités pour quasiment résoudre un match, on va dire. Et surtout avec les latéraux. C'est ça, surtout avec les latéraux, parce que quand j'entends Kurzawa à droite, pour moi, ça me fait rigoler, parce que c'est quand même un petit peu bizarre. Mais, c'est ça qu'il est moyen à gauche. C'est ça, c'est pour ça. Mais après, c'est compliqué au niveau lyonnais parce que, on va dire, ce 4-2-3-1, il fait que les milieux de terrain, ils doivent percuter, ils doivent reprendre le ballon à chaque fois. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a les milieux de terrain pour ça? J'ai envie de dire oui et non. Parce que Cacré, évidemment, manque un petit peu d'expérience, mais aussi, il nous manque cette solidité défensive qu'on n'a pas retrouvée depuis l'époque Genesio, il faut le dire. Après, une chose qui est intéressante à savoir, c'est comment est-ce que va se diriger le mercato lyonnais, après la Juventus aussi également, parce que... C'est ça, qu'on le veuille ou non, Rudy Garcia a demandé quand même un défenseur depuis le mercato hivernal, et ce défenseur central-là, oui, d'accord, Andersen est arrivé, mais on a vu que Andersen n'a pas répondu présent, en tout cas sur les matchs qu'il a été aligné. Il a eu une préparation difficile aussi également. C'est un joueur qui vient de la Sampdoria, qui est toujours habitué à jouer dans ce système avec 3 défenseurs ou 5 défenseurs, on le prend comme on veut.
et qu'il ne soit pas aligné aussi dans cette défense-là et qu'il soit plus aligné, on va dire, sur des défenses contre des équipes un petit peu plus faibles dans le championnat avec 2 défenseurs derrière. Je trouve que ça n'a pas permis une adaptation aussi à Andersen facile parce qu'on le fait jouer dans un dispositif différent, alors que quand on fait jouer un dispositif similaire à ce qu'il a joué avec la Sampdoria, on ne le met pas. Donc ça a été difficile pour lui. Il est rentré à la fin, en fin de match. Ouais. C'est ça. Après une petite lésion de Marcelo. Et puis aussi, pour revenir à Jeffrey Adelaide, il ne rentre pas en jeu. J'imagine qu'il allait rentrer, mais c'était parce que Lopez avait eu une gêne pendant la prolongation et Rudy Garcia ne voulait pas se retrouver peut-être avec un défenseur ou un joueur à la cage. Au cas où le gardien se blesse. C'est ça. Mais après, quand on joue l'Europe, j'imagine qu'on demande à Anthony Lopez de serrer les dents et puis par la suite, on fait rentrer la fraîcheur et on essaie de gagner ce match absolument. Mais je trouve que la tactique, elle nous a plus fait défaut, en tout cas dans ce match-là, qu'autre chose. D'accord. Yacine, tu voulais réagir? Alors, plusieurs choses. La première sur Guimaraes. En fait, le problème, il est qu'à ce poste-là, en numéro 6, avant, il avait Touzard. Donc, il jouait un peu plus haut. Il était un peu plus libre parce que c'était Touzard qui jouait ce rôle de défenseur, en gros, du milieu de terrain. Et un peu moins dans la finesse, Touzard. Ouais, c'est clair. Mais malgré tout, tu vois, quand ça permet de libérer Guimaraes, là, il a été, en fait, bridé. C'est-à-dire qu'il ne savait pas trop s'il avait le droit d'aller jouer ou s'il devait faire dans la simplicité. Et pour moi, ça, c'est déjà un problème. Quand tu as un joueur de cette qualité-là, c'est pas, tu peux pas le brider. Qu'il ait des consignes, ok, mais à un moment donné, tu dois le laisser jouer. Notamment quand autour de lui, tu mets Aouar et Cacré, qui sont aussi des joueurs de ballon. Donc, laisse-les jouer. Et puis Guimaraes, je veux dire, que ce soit à un moment donné Cacré, etc., parce qu'il faut savoir que Cacré, il l'a déjà fait aussi en équipe de France, même si c'est chez les jeunes. Il est capable de prendre cette position sur une action de compenser le déplacement de Guimaraes, donc ce n'est pas un problème. La deuxième chose, c'est que je pense que là où Rudy Garcia se trompe pour moi, c'est qu'effectivement, la défense lyonnaise, elle est fébrile, elle a des lacunes depuis un certain temps. Ça ne remonte pas à hier. Depuis trop longtemps. Voilà, mais en fait, à un moment donné, c'est toujours de se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je renforce ma défense en disant le plus important, c'est d'abord de ne pas prendre de but? Ou est-ce que je me dis, tant pis, notre force, c'est Aouar, c'est Depay, c'est Dembélé, c'est le côté offensif, et tant pis, notre but, notre équipe, ça va être de dire, il faut qu'on aille marquer, on prendra des buts, mais on va aller marquer. Et finalement, moi, quand je vois Lyon aujourd'hui, la déception, c'est plus de me dire, j'ai l'impression que je vois ni une équipe attaquer, ni une équipe bien défendre. Parce qu'hier, il y a 0 but, parce que Paris est inoffensif, parce que Di Maria est transparent, parce qu'Icardi est transparent. Mais on ne sait pas ce que ça donnerait contre une équipe qui jouerait, qui serait en forme, qui attaquerait, etc. Ils ont pris des buts contre Anvers, contre Bruges, Donc, moi, je me dis, tant qu'à faire, si j'étais coach, après, je ne suis pas Rudy Garcia encore une fois, mais moi, je me dirais, je mise sur mes forces. On est capable de marquer, on va aller marquer, tant pis si on prend des buts, mais il faut qu'on aille marquer. Ils ont été trop timorés hier, les Lyonnais. Il y avait largement moyen de ce PSG-là, en tout cas. Mousse, tu voulais réagir? Ouais, non, je disais que c'est vrai que on critique beaucoup Garcia. Il y a une chose qu'il a bien faite et qui a fonctionné, c'est le remplacement de Cornet, donc un peu plus haut parce qu'il joue dans une défense à 3. Mais Maxwell Cornet, il avait déjà fait la même chose à Marseille avec Bounassar, même si Bounassar jouait vraiment latéral droit dans une défense à 4. Là, il est plutôt un peu plus haut sur le terrain, mais moi j'ai été quand même impressionné par Cornet. Le gars a tenu 120 minutes. Et je crois qu'il fait un repli pendant la prolongation, donc on était au-delà des 90 minutes. Moi, j'ai trouvé qu'il avait un coffre impressionnant, parce que c'est quand même un poste qui est difficile, hein, quand tu joues dans une défense à 3, tu dois reporter ton couloir, tu dois faire des allers-retours. Il y avait une grosse chaleur. Et honnêtement, moi, le fait qu'il tienne toute la prolongation, moi, ça m'a surpris. Moi, je trouve quand même que c'est une chose à mettre au crédit de Garcia, le remplacement de Maxwell Cornet. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Justement, tiens, je te lance dessus, Hugo, et après on parlera de Marco Verratti quand même, qui a réalisé une énorme prestation. Hugo, sur le match de Maxwell Cornet, c'est vrai que quand tu regardes un peu les avis sur les réseaux sociaux, beaucoup décrié souvent Maxwell Cornet. Hier encore, j'ai vu tout le monde dit oui, il a fait des efforts, oui, il a bien tenu son couloir, il a fait beaucoup de centres, mais ça n'excuse pas sa saison décevante, etc. Il y a beaucoup de supporters lyonnais qui veulent que des joueurs comme Maxwell Cornet partent du club parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer dans un groupe comme ça. Quel est ton avis, toi, sur Maxwell Cornet, sur son match et puis sur son rôle, son statut au sein de l'Olympique Lyonnais?
Bon, pour être tout à fait honnête, oui, je regarde un petit peu les commentaires des gens sur Twitter, mais pas vraiment aussi, parce que si on fait que regarder les commentaires sur Twitter, ben, on va dire l'opinion est pas mal biaisée et que ça va être compliqué par la suite. Euh, je vais revenir sur Cornet, je vais revenir sur Guimarães après aussi, juste pour en toucher un petit mot là-dessus. Pour le match de Maxwell Cornet hier, est-ce que c'est une surprise? Pas vraiment, parce que Cornet, il a cette capacité-là de jouer à plusieurs postes. C'est un joueur qui est très polyvalent. Il peut jouer soit à la droite de l'attaque. Là, maintenant, c'est sa reconversion, on va dire, en tant que latéral gauche lyonnais. Oui, il manque encore, on va dire, de qualité pour combler ce poste-là, parce que clairement, à part Bard, qui évidemment, pour l'instant, est un joueur qui est prometteur, mais après, il est jeune encore, donc on ne peut pas vraiment savoir s'il est vraiment au niveau que nous, on l'espère, les Lyonnais. Mais en tout cas, pour l'instant, Maxwell, il fait un travail, comme on l'a vu contre Paris, que pendant les grands matchs, de toute façon, on l'avait vu. Bon, après, ce n'était pas le même poste, on va dire, mais contre Manchester City l'année dernière, c'est un joueur qui était toujours là au rendez-vous dans les grands matchs. Contre Paris, il a toujours très bien joué aussi également. Donc après, pour sa reconversion, oui, j'étais surpris. Je trouve que oui, il a des défauts. C'est surtout au niveau de l'attaque offensive qu'il a des défauts. Donc c'est peut-être pour ça que Rudy Garcia l'a mis un petit peu plus dans la défense aussi également. Ses qualités défensives, pour moi, elles sont justes. Je veux dire, on l'a vu courir pendant 120 minutes, ce qui a fait, j'imagine, plaisir à beaucoup de Lyonnais qui l'ont décrié évidemment. Mais en tout cas, pour moi, j'ai trouvé un Maxwell Cornet très stable, en tout cas de cette défense. Je pense qu'il va s'installer en tout cas pour la saison 2020-2021. Bon, après, à voir selon les recrues lyonnaises. Mais en tout cas, il est bien parti pour continuer à ce poste-là. Et après, pour revenir sur Guimarães, c'est un petit peu compliqué pour lui, je dirais, surtout à partir du système de jeu où Guimarães, c'est pas vraiment un milieu défensif central, c'est plus un milieu relayeur. Pour avoir vu le championnat brésilien à plusieurs reprises, on va dire, Atlético Paranaense, le club où il était, il joue plus en 4-2-3-1 et en U21 au Brésil aussi également, il joue plus en 4-1-4-1 ou en 4-2-3-1 aussi également. Donc lui, il a plus ce rôle un petit peu comme Aouar, d'aller vers l'avant, de profiter des espaces, etc. Donc après, pour moi en tout cas, personnellement, c'est un choix de Rudy Garcia qui porte à défaut pour Guimarães et qui fait que Guimarães ne peut pas être partout sur le match. Bon, après, c'est pas vraiment un milieu défensif central, comme on le dit. Ça, c'est plus le rôle de Maxence Cacré, de Thiago Après, Mendes. Hugo, le championnat brésilien, il est très offensif. C'est peut-être aussi pour lui donner un peu une rigueur tactique. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais Après, je veux tu dire, l'as vu évoluer au Brésil. Il c'est n'a pour pas ça. le même rôle à Lyon que dans son club au Brésil, on est d'accord. C'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'il lui faut un petit peu un temps d'adaptation. C'est pour ça que quand tu disais qu'il y avait Touzard avec lui, Touzard c'était ce rôle de sentinelle-là. Guimarães il était beaucoup plus libre, beaucoup plus offensif avec Aouar. Et c'est ce qui nous a permis de gagner contre la Juventus. Mais là, il est dans un rôle un peu plus restreint où il ne peut pas vraiment aller vers l'avant, il ne peut pas profiter de ses touches de balle, il ne peut pas vraiment profiter des actions. Et c'est vraiment compliqué pour lui. Et c'est pour ça que je dis que ce système de jeu, en fait, il n'est pas du tout adapté à l'effectif qu'on a à l'OL aujourd'hui, en tout cas. Ouais. Le temps défile, les amis. On est déjà à 41 minutes de podcast. Je sais, on a beaucoup de choses à dire sur le match. On va essayer de faire des réponses un peu plus courtes parce qu'on va passer ensuite à la Ligue des Champions. Je vais revenir quand même sur le match XXL de Marco Verratti, qui a fait son retour en tant que titulaire. Il n'avait pas été titulaire encore pendant les matchs de préparation, ni titulaire non plus la semaine dernière en finale de Coupe de France. On l'a entendu sur certaines radios où il a été un peu décrit comme quoi il ne serait plus titulaire au Paris Saint-Germain. En attendant, hier, il a été peut-être le meilleur Parisien sur la pelouse avec Neymar et Keylor Navas. Yacine, je me tourne vers toi, tu as un grand sourire quand je parle du petit hibou. Voilà, vas-y, décris-moi son match. On l'a tous vu, mais dans les sorties de balles, dans le jeu long, jeu court, il a été omniprésent. Et voilà, c'est un des meilleurs joueurs du Paris, enfin, si ce n'est un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Quand il est à ce niveau-là, c'est... Voilà. En fait, je rigole parce que pour moi, il n'y a même pas de débat. C'est ça le truc. C'est que, en fait, on va le citer directement, que Daniel Riolo ait son avis sur Verratti, il n'y a pas de problème. Qu'une personne pense comme ça, on a le droit de voir le foot chacun de notre façon. Mais que des centaines de personnes reprennent ces propos comme si c'était une vérité, moi, ça me rend fou. Il suffit de regarder les matchs. Je l'avais dit ici, la légende comme quoi Verratti tenait qu'une heure, elle est fausse. Mais surtout,
quand tu joues au foot. Alors déjà, quand tu aimes le foot, je pense que déjà, tu peux que aimer Verratti quand tu aimes le football. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, hier, dans le pressing, le seul capable de sortir des pressings, c'est lui. Le seul capable de trouver des angles de passe, c'est lui. Le seul capable de tenir le ballon à un moment donné quand tu es en difficulté, c'est lui. Voilà, c'est tout. Le match, son sort, il est réglé. Tu ne peux pas te passer de Verratti. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et que les choses soient claires. Je ne parle même pas par rapport à Gay. Mais que ce soit Gay, Herrera, Paredes, tu ne peux pas te passer de Verratti. C'est simple. Maintenant, le truc, c'est que y a un problème de complémentarité, en fait. Tout le monde a dit Verratti, ouais, depuis le départ de Mota et tout. Ouais, mais les gars, à un moment donné, moi, je veux bien, mais c'est partout pareil. Pirlo, il s'est révélé très tard au Milan AC, quand on lui a mis autour de lui un ou deux chiens avec Gattuso et tout, et des joueurs de foot comme Seedorf, comme Kaka. Moi, je veux bien qu'on m'explique que Verratti ne peut pas tout faire. Mais oui, il ne peut pas tout faire, mais comme tout le monde. Il n'y a pas de joueurs qui peuvent jouer tout seul, ça n'existe pas. Donc, quand on regarde Busquets aujourd'hui, Busquets, il est très bon. Mais encore une fois, il est orphelin de Xavi, de Iniesta. C'est pareil pour tout le monde. Il y a 3 joueurs dans le monde qui peuvent jouer tout seul et faire tout seul. Voilà. C'est Messi, c'est Ronaldo, et c'est un peu juste en dessous Neymar. Le reste du football, vous ne pouvez pas jouer tout seul. Donc oui, l'orphelin de Mota. Et je pense que le joueur qui se rapproche le plus de Mota, c'est Paredes. Mais on ne les voit jamais ensemble. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Ah, je ne suis pas d'accord, Yacine. Tu as dit qu'il n'y a que Ronaldo, Messi et l'étage en dessous, Neymar. Moi, je suis désolé, hein, Bertrand Traoré, voilà. C'est pas possible de dire ça. C'était une petite pique pour l'ami Hugo. Je ne sais pas si vous savez, mais Bertrand Traoré est toujours dans les tendances Twitter ce matin, en Rhône-Alpes en tout cas. Oui, je sais qu'il a une grosse cote auprès des supporters. Ça, c'est clair. C'est partie de la charrette que les joueurs peuvent plus voir au club la saison prochaine. Après, je crois qu'il y a quelques pistes, hein, Bertrand Traoré, pour partir, Hugo. Oui, il y en a quelques-unes déjà. C'était Everton, il me semble, qui avait pris la charge par rapport à Bertrand Traoré. Bon, après, le mercato lyonnais, il est encore un petit peu loin parce qu'on se concentre plus sur la Juventus là en ce moment. Et ça tend une perche aussi également pour y aller par la suite. Mais oui, mais en tout cas, Bertrand Traoré, c'est compliqué à l'OL. Il n'a pas prouvé, en tout cas, on l'avait vu contre l'Ajax, c'était lui qui avait quasiment éliminé l'OL en demi-finale de l'Europa League. Et puis, il n'a pas répondu présent, comme Kenny Tété, qu'on a cherché de l'Ajax aussi également, qui est troisième. C'est votre CEMAC, c'est bien. Ouais, notre Sergei Semakanu, qu'on avait vu un match c'était de coupe, c'était la Coupe Intertoto, c'est ça? La Coupe UEFA? C'est Coupe UEFA. Oui, c'était l'Europa League, il me semble. L'Europa League, ouais. L'ancienne Europa League Coupe UEFA. Yacine. Et après, on passera sur Neymar un mot et après, on se projette parce que le temps passe, les amis. Voilà, le problème, encore une fois, pour faire une parenthèse vite fait, sur le recrutement par éclair. Voilà. Si tu suis Bertrand Traoré à l'Ajax toute la saison, mais tu sais que son match contre Lyon, il n'en a pas fait 10 dans l'année comme ça. Donc, à un moment donné, c'est aussi ça. Voilà, le problème de recruter sur des éclairs, sur des coups d'éclat. Voilà, après Bertrand Traoré, moi, ça fait longtemps que depuis qu'il est arrivé, je l'avais déjà dit. Mais voilà, et même quand il rentre, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son attitude. Enfin, c'est pas possible de faire des entrées comme ça, quoi. Il a une attitude un peu nonchalante, Hugo. Ouais. C'est vrai que ce qu'il lui reprochait souvent, c'est de ne pas faire les efforts. Et tu en parlais tout à l'heure, la séquence où il fait sa talonnade et après il s'arrête, il marche, il reste encore derrière le but. Hein, il n'est même pas rentré sur le terrain, il marche. Et tu as Maxence Cacré qui se tape toute la diagonale pour aller presser. C'est quand même criant, quoi. Et pour pas arranger les choses, c'est lui qui foire le pénalty. Hein, en plus. C'est ça. Et je vais juste revenir sur un point qui paraît quand même... Hugo, parce qu'il nous reste très peu de temps. Rapidement, Hugo. Pas de souci. Mais un point qui est quand même assez important, c'est que depuis que Juninho est arrivé, depuis l'année dernière, je crois que c'était le 28 mai 2019, il avait rappelé en conférence de presse qu'il ne voulait plus de ces joueurs-là, qui mettaient plus l'intensité, qui n'étaient plus bons, qui, pendant les matchs, on va dire, assez décisifs contre les plus petites équipes, on va dire, n'avait rien à faire là. Et depuis ce temps, et on voit quand pareil hier, ce problème n'a toujours pas été réglé. Donc il sera impératif en tout cas pour le mercato lyonnais de faire un petit peu une refonte, on va dire, sur le système de jeu, sur l'effectif aussi lyonnais, parce qu'il y a un petit peu de balayage à faire, on va dire.
Mais en tout cas, Juninho aura une très très grosse tâche pendant le mercato d'été au mois d'août. Parce que sinon, là, ça va commencer à faire sa deuxième année. À part Bruno Guimaraes, je veux dire, il n'a pas prouvé en tout cas qu'il était le directeur sportif, on va dire, parfait pour l'OL. Donc Juninho aussi a sa part de responsabilité là-dedans et doit faire ses preuves en tout cas pour l'OL. Mousse, un dernier mot sur le match quand même, parce qu'on n'a pas parlé, c'est quand même un des points clés de la partie. C'est l'animation offensive du Paris Saint-Germain qui n'a pas du tout fonctionné. On a vu un Di Maria, on va dire, qui s'est beaucoup caché, qui n'a pas eu beaucoup de jus, qui n'a pas cherché beaucoup les ballons, qui a eu des choix peu fructueux. On a vu un Neymar très esselé où c'était beaucoup la tactique du Paris Saint-Germain. À un moment, on donne le ballon à Neymar et on voit ce qu'il fait. Icardi, avant sa sortie, il a touché 9 ballons. Une prestation fantomatique comme contre Saint-Etienne. À part Neymar, c'est vrai que ça a été compliqué dans l'animation offensive. Hein. Oui, puis on n'a pas vu de plan de jeu en fait. C'est ce qu'on reprochait beaucoup de joueurs en protection et nous aussi on le dit ici, c'est qu'il n'y a pas de plan de jeu lisible. Ça fait 2 ans que Tourelle est là et on a du mal à voir ses préceptes, une philosophie de jeu. On l'a vu encore hier, quoi. C'est assez criant. Ouais, en plus on peut pas trop mettre, on peut pas mettre ça sur le compte de la fatigue parce qu'ils ont quand même eu une semaine entre les deux finales. Le seul facteur, évidemment, il en parlait Yacine tout à l'heure, c'était la chaleur. Donc ça, effectivement, c'est un peu plus difficile. Mais Icardi, c'est pas quelqu'un qui court beaucoup. Donc lui, ce qu'on lui demande, c'est d'être un point de fixation ou essayer de faire quelques appels. On n'a pas vu tout ça. On n'a pas vu tout ça. On les a pas vus presser, gêner les Lyonnais non plus. Le seul du trio offensif qui a essayé, tenté, c'est Neymar, comme d'habitude. C'est l'accélérateur de jeu. Mais tout seul, il peut. Voilà, quand il n'y a personne, quand il n'y a pas d'animation, quand ça ne bouge pas devant toi, etc., c'est très compliqué de créer quelque chose ou d'essayer d'apporter le danger. Donc, alors, il manquait effectivement un élément offensif parce qu'ils ont joué dans un autre système, en 4-3-3. Mais de toute façon, même quand ils sont 4 devant, ils font plus ou moins les mêmes matchs. Donc, moi, je trouve ça très inquiétant. Il n'y avait pas beaucoup de solutions sur le banc. Et on en avait parlé, Yacine en avait parlé dans le podcast précédent en disant que ce serait dangereux parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions. On avait quand même Choupeau, il me semble, qui était sur le banc. Il aurait peut-être lui aussi. Pardon? Draxler qui a joué 0 minutes. Oui, il y avait aussi Draxler. Mais je pense que quelqu'un comme Choupo-Moting, qui avait un peu de confiance, qui a pris un peu de confiance pendant les matchs amicaux, peut-être avec son poids, sa taille, un peu remuant, qui travaille un peu plus, peut-être qu'il aurait apporté quelque chose de supplémentaire. Ouais. Moi, je trouve ça un peu inquiétant si Mbappé n'est pas remis sur pied. L'animation offensive contre l'Atalanta Bergame, il va falloir montrer autre chose. Et c'est vrai que Yacine, il n'aurait pas fait tâche Choupo-Moting hier parce que dans la participation du jeu, parce que dans un 4-3-3 comme ça, Icardi ne sert à rien en fait, parce que c'est un attaquant de surface, donc il ne revient pas pour aider à la construction du jeu. Donc c'est problématique dans un système comme ça. Et en plus, juste pour finir, tu as les deux latéraux qui n'ont pas fait un seul centre. Ouais, donc, voilà. Même Icardi ne pouvait même pas compter sur ça. Il sert à rien parce qu'en fait l'animation autour de lui. Alors encore une fois, il n'est pas bon, il rate des choses, il n'est pas présent non plus, mais c'est le jeu d'Icardi aussi ça. Et en fait, c'est un problème parce qu'autour de lui, l'animation, c'est pas la bonne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a un truc, c'est que on l'avait dit ici, on l'a dit dans des papiers, c'est Mousse d'ailleurs qui disait Tourelle, il s'occupe des titulaires. Et franchement, quand tu vois le nombre de changements que tu as le droit de faire sur les 2 derniers matchs, quand tu vois la chaleur, quand tu vois que tu es en pleine préparation et que tu vois que tu as des joueurs qui sont à 0 minutes, le message il est très clair. J'ai 14 joueurs, 15 joueurs peut-être à la limite. Les autres, franchement, à part une catastrophe, une hécatombe, vous ne jouerez pas 1 minute. Parce qu'à un moment donné, Draxler, Choupo, on peut faire ce qu'on veut, mais tu peux peut-être en avoir besoin contre l'Atalanta à un moment donné dans le match. Là, ils ont 0 minute depuis 15 jours. Alors, ok, ils vont peut-être faire une partie du match contre Sochaux, le match amical, mais on sait très bien ce que ça vaut. Donc, en fait, les mecs, ils n'auront rien pendant 1 mois. Et tu vas te dire quoi à un moment donné, contre l'Atalanta, je vais leur donner un quart d'heure. Et je vais attendre quelque chose d'eux. Mais faut quand même mettre... Enfin, voilà, quoi. Et en plus de ça, si Di Maria était exceptionnel, que tu te dis, je ne peux pas toucher, il est en pleine forme, je le laisse... Di Maria, ça fait quand même les 2 derniers matchs, c'est catastrophique. Et d'ailleurs, à un moment, tu sais, quand il est lancé, à un moment, là, tu as l'impression, tu comprends pas pourquoi il l'attende pas. Jamais, il a pas de jambes. Non, mais je veux dire, il l'attente même pas. Enfin, je veux dire, là, il est quoi? Il a 10 mètres du gardien, il est en retrait pour Neymar. Ouais, mais parce qu'il a pas de jambes. C'est-à-dire qu'il sait qu'il. D'ailleurs, tu l'as vu sur un long ballon par-dessus, à un moment donné, il fait une frappe qui arrive à 2 à l'heure sur Lopez. Ouais, il a plus de jus. Ouais, il n'a pas de jambes. Des fois, il a 3 mètres d'avance, il peut même pas aller au bout des courses. Ouais.
Bon, projetons-nous maintenant. Bon, on est revenu sur le match. Hein. De toute façon, les éléments là, on en reparlera dans les prochains podcasts parce que je veux quand même interroger Hugo sur la qualification, enfin, sur la Ligue des Champions qui concerne Lyon, mais également le Paris Saint-Germain. Projetons-nous donc sur la Ligue des Champions. Le PSG affrontera l'Atalanta le 12 août. Lyon jouera son huitième de finale retour contre la Juventus le 7 août, donc dans 6 jours. Ils avaient gagné 1-0 à l'aller, un but de Lucas Touzard. Hein. Malheureusement, Hugo qui est parti à l'Hertha Berlin, que vous n'aurez plus pour le match retour. Je lisais Encore un potentiel ballon d'or, Lucas Touzard. Ça. Je lisais quelques déclarations, Hugo, de Rudy Garcia après le match hier. Alors, je te les lis et après, je te fais réagir dessus. Tu vas me dire, toi, comment tu vois justement ce huitième de finale retour par rapport à ce que tu as vu hier sur la préparation, etc. Quand on lui demandait son sentiment après la défaite, cet échec, il disait, je cite Rudy Garcia, ils ont été meilleurs que nous sur l'exercice tir au but. Navas est parti du bon côté une fois. On aurait pu se montrer plus dangereux en deuxième mi-temps. C'était un match fermé. Il n'y a eu pas beaucoup d'occasions. Quelques frappes parisiennes pour des parades de Lopez. Mais je vais féliciter les joueurs pour le contenu. Désolé, il fait chaud aussi ici dans ma chambre. Hein, je n'ai pas ouvert pour pas avoir beaucoup de bruit. On n'a pas à rougir. Et quand on lui demande que faudra-t-il faire à Turin donc pour passer ces huitièmes de finale, il répond il faudra qu'on soit un peu meilleur offensivement pour marquer. Mais c'est une bonne base de travail. C'était notre premier match de compétition. On a beaucoup souffert physiquement et la récupération sera un élément important. On va devoir travailler dessus. L'objectif, ce sont les quarts de finale. Quelle est ton analyse par rapport à ce que tu as vu hier et sur un peu les déclarations de Rudy Garcia, Hugo? Comment aborder ce huitième de finale retour contre la Juve qui, on le sait, la Juventus n'est pas au meilleur de sa forme à l'heure actuelle? Bon, en tout cas, offensivement, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire mieux avec ce système de jeu-là déjà. Donc après, on sait très bien. On parlait beaucoup de la perte d'Embélé de Paille, mais par rapport à ce que tu as vu aussi hier, comment tu vois l'attaque lyonnaise? Est-ce que tu penses qu'il devra remettre ce système-là contre la Juve? En tout cas, on le sait déjà, nous, que ce système de jeu de 3-5-2, 5-3-2 sera aligné très certainement contre la Juventus de Turin, parce que c'est ce qui nous a permis de gagner à l'aller aussi également. Bon, après, j'ai envie de dire que Lucas Touzard a été un des joueurs déterminants pour ce match-là, non seulement parce qu'il a marqué des buts, mais aussi ça a été un milieu défensif qui était partout sur le terrain aussi également. Et je trouve qu'aujourd'hui, Thiago Mendes doit prendre ce rôle-là aujourd'hui. Parce que c'est lui qui doit être à ce poste-là, c'est pas Maxence Cacré, c'est pas Bruno Guimaraes, c'est n'importe qui. Pour moi, en tout cas, ça va être compliqué. Bon, après, la Juventus, ils vivent une saison très très compliquée aussi également. Même s'ils sont champions d'Italie, on les a vus souffrir dans leurs matchs, que ce soit au début à la fin de l'année 2019 ou là maintenant aussi. On sait que Sarri n'a pas vraiment la confiance des joueurs et vice-versa, donc c'est compliqué pour eux aussi également. Après, j'ai envie de dire, il faut prendre en considération qu'il n'y aura pas de supporters en match retour aussi également. Bon, après, la Juventus, eux, ils connaissent évidemment plus le terrain que l'OL. Mais j'ai envie de dire, l'OL a quand même sa carte à jouer parce qu'on a un effectif qui est quand même de qualité. Si on reproduit le même match contre le PSG, ça peut-être passer sur un malentendu, on va dire. Mais il va falloir montrer en tout cas beaucoup plus d'intensité surtout dans le milieu de terrain, surtout au niveau des latéraux aussi également. Et il va falloir montrer, surtout dans le cas de Dembélé et de Memphis Depay, d'être un peu plus présent dans le match parce que pour les deux, ça a été vraiment très compliqué. Bon, après, ils sont un peu esselés devant. Donc pour moi, si j'étais Rudy Garcia, je changerais carrément de système et je compose un 4-2-3-1 qui permet à l'attaque d'être un petit peu plus présente sur le match. Et de toute façon, c'est notre dernier espoir en soi pour jouer, que ce soit une Ligue des Champions, place européenne, ceci, cela. Donc on n'a pas le choix. Il faut qu'on y aille et c'est comme ça. C'est qui tout doux, parce que là, si tu n'as pas de qualification pour la prochaine Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue Europa, enfin en Ligue des Champions, si tu la gagnes, tu peux être en difficulté et perdre des joueurs comme Oussema Aouar ou Memphis Depay qui pourront aller voir ailleurs parce qu'ils peuvent pas, je pense, se passer une année sans jouer de Coupe d'Europe. Surtout pour un joueur comme Savoir qui a début sa carrière ou un Memphis Depay, évidemment. Moi, Hugo, je voulais juste dire un truc sur la défense lyonnaise face à Lyon, face à la Juve, et notamment Denayer. Hier, on a vu qu'il a fait 2-3 petites erreurs, dont une qui aurait pu coûter, très cher. Donc, il faut que Denayer il soit beaucoup plus concentré, parce qu'encore une fois, hier, sur 2-3 phases, et en face, il y a quand même du lourd. Tu auras Ronaldo, même à son âge, il peut encore
Bien sûr. laisser Après, derrière. ça a été, on peut le dire de toute façon, ça a été le pire des défenseurs lyonnais hier. Oui, On va pas se le cacher. hier, Denayer, c'était un problème. Ouais. C'est ça, ça a Et été un on problème. n'a pas su en profiter. Tu vois, donc, C'est ça. Mais Denayer a été un problème, oui, mais après, de toute façon, il a été constant dans toute la saison lyonnaise, donc je vois pas oui, bien que ce sûr, soit bien un sûr. problème. Mais hier, c'était Mais hier, difficile. oui, c'était compliqué. C'était très compliqué. Mais ouais, il va falloir montrer, en tout cas, une meilleure opposition face à la Juventus, parce que là, comme je dis, on n'a plus le choix, donc il faut y aller. Ouais. Yacine, Ouais, sur deux petites choses. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier que Lyon a gagné 1-0 à l'aller, mais la deuxième mi-temps, ils sortent jamais. Et la Juve manque d'efficacité, mais il y a des situations avec Dybala, avec Ronaldo, où on est quand même pas loin de l'égalisation. Et la deuxième chose, c'est que je pense que Rudy Garcia et Lyon se tromperont s'ils décident de se dire il faut tenir. Ouais, et on reste à 11 derrière et on attend et on va sortir. Pour moi, Tu connais Garcia, Yacine. non mais je sais, mais malheureusement, Ouais, ça, parce malheureusement. qu'en fait, faut pas oublier que justement, ce score de 1-0, si tu perds 2-1, 3-2, tu es qualifié. Ça veut dire Mais tu qu'il sais, va... Yacine, je pense que s'ils avaient gagné la Coupe de la Ligue et s'ils avaient obtenu leur qualification pour l'Europa League la saison prochaine, je pense qu'ils auraient joué beaucoup plus libérés. Oui, sans Ouais, le- Là, ça, c'est mais- pas le cas, mais donc bien attends-toi sûr. à ce qu'ils jouent à 11 derrière. Bien sûr, mais je le dis quand même, c'est qu'ils se tromperont parce que Bien c'est un sûr. match qu'il va falloir marquer. Si tu perds 3-2, tu es qualifié. Donc, Ouais. te dire que tu vas prendre des buts, tant pis, mais va jouer quelque chose. Et franchement, comme l'a dit Hugo, moi je regarde tous les matchs de la Juve depuis le restart. Et franchement, il y a énormément de lacunes. Derrière Bonucci, c'est pas le Bonucci qu'on a connu à l'époque. Les latéraux, c'est une catastrophe. Au milieu, tu as toujours Rabiot qui est en train de monter en puissance, mais les autres au milieu, on a du mal. Bernardeschi devant, c'est triste. Dybala sera peut-être pas là. Même Franchement, il y a... Matuidi, hein, Ouais, voilà, on a bien l'impression sûr, que bien voilà, sûr. c'est Matuidi, ça y est, hein, Ouais. là, il est vraiment sur la phase descendante. Hein. Donc, Il a beaucoup plus de mal. Normalement, Dybala ne sera pas là et Ouais. Douglas Costa ne sera pas là aussi également. Douglas Costa, c'est sûr, mais Dybala, bon. Vous avez de la chance, il y aura Bernardeschi. Vu les matchs qu'il fait, vous C'est êtes clair. tranquille à droite. Hein. Vous pouvez dormir sur Mais ses même deux- le milieu de la Juventus, c'est pas top non plus. Hein. Ouais, c'est vrai qu'Yacine a dit, il y a quand même Rabiot qui monte en puissance. Rabiot est au-dessus, normal. Pjanic, depuis qu'il a signé au Barça, on a l'impression que bon, il Ouais, est il est un vraiment peu un joueur Et c'est de vrai la que Juve. les latéraux, Alexandro et Danilo, c'est quand même très très compliqué. Même quand c'est Quadrado à droite, la défense de la Juve est largement prenable. Donc c'est pour ça que ça serait dommage que Rudy Garcia dise à son groupe de rester à 11 derrière et de placer seulement quelques. Alors, on va passer, on reviendra sur le même après, mais sur le PSG Atalanta, je vais prendre les déclarations de l'autre entraîneur de la soirée, Thomas Tuchel, qui s'est projeté donc sur le match de Ligue des Champions. Il a parlé du niveau d'intensité qui sera différent contre l'Atalanta. Donc je cite Thomas Tuchel. Il y aura encore plus d'intensité contre l'Atalanta et ils ont un grand avantage. Eux, ils ont du rythme et il faut du rythme pour atteindre ton meilleur niveau. On doit trouver des solutions. L'Atalanta a un style spécial, ils sont super forts, mais on a 12 jours pour préparer ça. J'ai préparé les deux finales et maintenant on prépare l'Atalanta, ça commence demain. Mousse, toi, par rapport à ce qu'on a vu hier, les deux finales, hein, les deux matchs de compétition officielle qu'a repris le PSG, comment tu vois le Paris Saint-Germain contre l'Atalanta? On l'a dit, hein, on le dit depuis 50 minutes, une heure. Ça a été compliqué dans l'intensité, dans le niveau technique qui a été quand même laborieux hier. Comment tu vois, toi, ce quart de finale contre l'Atalanta? On est le 1er août à 11 jours du quart. La seule chose qui me rassure sur l'Atalanta, c'est que comme c'est une équipe qui ne calcule pas, donc il y a des motifs d'espoir. C'est-à-dire que contrairement par exemple à Lyon hier, qui a joué une bonne demi-heure et ensuite on a senti que évidemment ils ne voulaient pas perdre ce match et peut-être aller au tir au but. L'Atalanta, c'est pas ça. L'Atalanta, eux, ils vont jouer pour gagner. Ils vont prendre les mêmes risques qu'ils prennent au dernier de Serie A. Donc après, il va nous manquer quelques éléments devant pour pouvoir faire la différence comme Kylian Mbappé. Après, il y aura peut-être un miracle, il sera peut-être présent, je Hier, ne on sais l'a vu, pas. hein. Oui, oui, oui. Il marchait à peu près correctement. Oui, mais je ne vais pas m'arrêter à ça parce que voilà, on sait qu'il peut marcher correctement, mais bien sûr. ça reste fragile et je ne crois pas qu'on prenne de risques et qu'on l'aligne, même s'il ne boite plus et même s'il ne ressent plus de douleur. Donc voilà, il sera là pour les demi-finales. Il sera là pour les demi-finales. Ah oui, c'est ça. Et je pense aussi que les joueurs vont se responsabiliser parce que c'est un match, il n'y a pas de match retour en fait. Si tu gagnes, tu passes en demi-finale. Donc on n'est pas dans le même état, on ne sera pas dans la même configuration qu'une finale de Coupe nationale. Là, en plus, tu es archi favori sur le papier. Si tu te fais éliminer, ça restera entre guillemets encore un peu la honte parce que tu te feras éliminer par l'équipe la moins expérimentée du tournoi.
Maintenant, il va falloir que Thomas Tuchel travaille, trouve le juste milieu. Là, je parle du milieu de terrain. Ce qu'on a vu hier, ce n'est pas la bonne formule. Je ne pense pas que ce soit la bonne formule. Il y a peut-être autre chose à essayer. Et on sait qu'il n'y aura pas Di Maria. Comment tu vas utiliser Sarabia? Quelle animation offensive? Voilà. Je pense qu'ils ont 10 jours, 2 semaines pour se préparer? Même pas 10 jours. Hein. Ils ont 10 jours. C'est le 12-13. Ouais, voilà. Il y a le match contre Sochaux. Je ne sais pas s'il sera diffusé à la télé, si on pourra. Bon, il sera diffusé sur... Non, il sera pas diffusé sur Bein Sport. Parce que c'est un match, je pense que apparemment c'est un match de préparation caché entre guillemets. C'est pour ça, moi, j'avais ce doute-là. Donc, d'accord, ok. Ça veut dire que nous, on ne pourra même pas étudier ce qu'a fait Thomas Tuchel. Il n'y aura pas de journaliste, à mon avis. Je crois que c'est au Parc des Princes, d'ailleurs. Je crois que c'est fait exprès. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Maintenant, voilà, il reste 12 jours. Il va falloir travailler le meilleur système avec les joueurs les plus frais, quitte à mettre une surprise. Et voilà, on sent qu'Icardi, il n'est pas frais. Il n'est pas prêt physiquement, etc. Et il a abusé sur les barbecues avec les Sud-Américains, c'est ça? Écoute, au match retour, Tuchel ne l'avait pas mis. Ça avait choqué un peu tout le monde. S'il n'est pas prêt, il ne faut pas le mettre. Tu as d'autres solutions. Donc voilà, il y a du travail. Il va falloir trouver la bonne solution. Yacine, quelle question tu te poses, toi? Déjà, il faut arrêter de vendre la peur, comme il a dit Mbappé. Non, mais en fait la clé du match, elle sera physique. Moi, je vois des joueurs du PSG qui n'ont pas de jambes. Il y en a 2-3 qui ont des jambes, mais qui retrouvent des jambes. Parce que malgré tout, Neymar, par rapport entre Saint-Etienne et là, je l'ai trouvé quand même plus en jambes. Mais malgré tout, je vois des joueurs qui n'ont pas de jambes. Voilà. Donc, et même Sarabia, son entrée... pas terrible. Ouais. Tu vois, mais est-ce que c'est pas un peu la frustration de ne pas avoir débuté le match Après, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, je pense que Paris a travaillé sur les 2 finales, en s'en servant comme d'une préparation et en voulant les gagner. Maintenant, on passe à autre chose. Le truc, c'est que la vraie clé, elle sera de côté athlétique. C'est-à-dire que si les joueurs ont des jambes, s'ils sont capables de répéter les efforts, de subir un peu de pressing, mais de sortir vite, etc. Voilà, encore une fois, ça passera. Maintenant, si tu n'as pas ces qualités-là, si devant, tu n'as pas des appels pour partir dans le dos de la défense, etc., sortir, franchement, Paris va souffrir. Ouais. Paris va souffrir parce que malgré tout, l'Atalanta, comme l'a dit Tuchel, ils viennent de jouer 12 matchs. Et même s'ils sont un peu dans le dur, alors on ne sait pas si c'est de la gestion ou s'ils sont dans le dur. Avec 2 potentiels blessés, Yacine aussi. Il y en a un, c'est sûr. Hein. José Pellissic, c'est pas une sûr. Hein. Apparemment, il rentre pour Palomino, dont on n'est pas encore certain, je crois. Voilà. Il rentre pour raison personnelle. Mais malgré tout, ils ont du rythme. Et ils ont un banc qui a prouvé qu'en rentrant, il était capable d'apporter. Donc voilà, maintenant, ça arrêtera un match. Quand tu as un jeu mis en place et que tu as on va dire que tu as un jeu conçu par Gasperini toute l'année, tu peux mettre n'importe quel joueur rentrer dedans, ça marche quand même. Voilà, ce qu'on n'a pas trop au Paris Saint-Germain. Hugo, je te laisserai la fin. Toi, par rapport à ce que tu as vu aussi du Paris Saint-Germain hier, je ne sais pas si tu avais pu voir la finale de Coupe de France contre Saint-Etienne. J'imagine que oui, quand même. Regardez. Toi, comment tu vois justement le PSG par rapport à ce que tu as vu de leurs 2 matchs en compétition de reprise contre l'Atalanta? Moi, en tout cas, je suis plutôt confiant pour le PSG parce que de toute façon, le PSG a le meilleur joueur de leur côté, qui est Neymar, évidemment. Après, on sait très bien que l'Atalanta, c'est quand même une grande équipe italienne qui a marqué 98 buts en 37 matchs. Donc, c'est quand même beaucoup de buts, on va dire. Mais après, qui en prend aussi beaucoup. Qui en prend quand même aussi beaucoup. Bon, c'est pas la pire défense d'Italie non plus. Mais bon, la défense, c'est quand même assez fébrile. On est dans une configuration qui est anormale à cause du Covid. Après, j'ai envie de dire, c'est dans un terrain neutre, sans supporters aussi également. C'est un seul match. Donc, pour moi, à titre personnel, je pense que ça sera plus les individualités qui vont prôner sur ce genre de match-là, parce qu'on sait comment ça se passe de toute façon en Ligue des Champions et dans les matchs à haut niveau. Donc, le PSG, évidemment, va devoir trouver... on va dire une solution en tout cas pour cette défense-là parce que c'est quand même assez compliqué en tout cas d'un regard lyonnais en tout cas, mais bon parisien après ça peut être différent, mais sinon je suis assez confiant pour le PSG. Après Icardi, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de questions. Bon après moi je suis brésilien donc je suis pas bien placé pour le dire non plus, mais parce que je sais que les Argentins ils disparaissent un petit peu dans tout ce qui est compétition finale ceci cela, donc c'est un petit peu compliqué, mais je trouve que le PSG a les armes et a l'effectif pour y aller, de toute façon. Donc, moi, je souhaite le meilleur pour le PSG. Je souhaite qu'il se qualifie aussi, évidemment, parce qu'on est tous Français au bout. Donc, je le souhaite pour vous. Mais
Non, je pense que les individualités vont prôner sur ce match-là et que le PSG, normalement, aura sa carte à jouer et normalement, sans surprise, devrait être qualifié. Ça sera autant, c'est pareil de notre côté, on sera autant derrière le Lyon aussi le 7 août pour supporter évidemment les clubs français. On attendra autant les éclairs de Neymar le 12 août que les éclairs de Memphis Depay le 7 août. Donc voilà, on souhaite bonne chance évidemment à l'Olympique Lyonnais. Mousse. Ouais, Hugo, comme je sais qu'on va terminer le podcast, je voulais Oui. qu'on revienne rapidement une minute sur la déclaration de Tourelle. Tu voulais en parler, mais on n'en a pas parlé. Comme Tu tu sais, t'en passes, je sais, j'aurais bien voulu en parler, mais voilà, il y a beaucoup de choses moi, à dire. 30 secondes, je vais en parler parce que, en fait, Je te la relis, si tu veux, je la relis pour que les gens l'aient en vas-y, mémoire. vas-y, ouais. Secondes, comme ça on terminera là-dessus. Je remonte dans mon ordinateur. Voilà. Alors, Tourelle n'a pas apprécié la question d'un journaliste du Parisien qui évoquait le faible nombre de buts Il faut que tu inscrits par les cites, joueurs c'est parisiens. important. Il faut que tu dises qui c'est qui a dit ça, parce que c'est important. Dominique Sévrac, le journaliste du Parisien. Et donc, Tourelle répond « Et quoi ? Oui, on a toujours de la chance, vous pouvez l'écrire. Vous faites la même chose, on a seulement de la chance, c'est comme ça. Pas de qualité, seulement de la chance. C'est le foot, c'est seulement le foot. Est-ce que vous connaissez par exemple le résultat de Liverpool à Barcelone l'an dernier ? Il parle évidemment du fait que Liverpool avait perdu 3-0 au Camp Nou en demi-finale aller avant de gagner 4-0 et donc de se qualifier pour la finale. Comment ils ont joué ? Et après, ils ont gagné avec des champions. Montrez-moi une équipe qui marque 4 ou 5 buts à tous les matchs. Ce n'est pas possible. Mais pour moi, c'est clair, vous cherchez toujours le négatif. Il y a 99 points positifs, mais on cherche le centième. On doit trouver des problèmes, toujours des problèmes. Vas-y, Mousse. En fait, il répond au journaliste qui a écrit l'article il y a quelques jours sur les soi-disant tensions du vestiaire entre le vestiaire et Thomas Tuchel. Et moi, je trouve que la manière dont il répond au journaliste, c'est qu'à mon avis, il sait que c'est lui qui a écrit l'article. Et je rappelle que dans cet article, il est dit que les joueurs n'ont plus du tout confiance en Thomas Tuchel, qu'ils le critiquent. Il a même cité Gana Gueye, qui entretient une super relation avec Tuchel, en disant que Gana Gueye aurait dit qu'il est surpris parce qu'il n'y a pas d'intensité dans les entraînements et qu'en gros, la tactique, c'est on balance sur Neymar et voilà quoi. Et après, Neymar doit se débrouiller devant. Il doit se débrouiller seul devant avec le ballon. Donc moi, je pense que s'il lui répond comme ça, c'est pas anodin, c'est qu'il sait que c'est l'auteur de l'article. Et je peux vous dire de source sûre que déjà Gana Gueye n'a jamais prononcé ces mots-là. Et moi-même, quand j'ai eu l'article, je savais tout de suite, parce que connaissant un peu le personnage, et c'est pas du tout le genre de joueur à parler comme ça, que ce soit de Thomas Tuchel ou de ses coachs précédents. Jamais tu trouveras une polémique avec Idrissa Gueye. Donc voilà, moi je pense que c'est aussi pour ça qu'il a répondu. Et de toute façon, je pense aussi qu'il était très très agacé par le contenu, Thomas Tuchel. On l'a vu sur le banc de touche, s'énerver dès le début du match, quand il y a eu la première bonne demi-heure lyonnaise. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les commentateurs en ont parlé aussi. Il n'arrêtait pas de brailler, quoi. Il gesticulait dans tous les sens. Il n'est pas serein, ce coach. Il n'est pas serein du tout. Et je pense. De t'entends. Hein. Exactement. Bien, etc. Les entraîneurs criaient moi, je pense qu'en vérité, sur les 5 matchs qu'il a fait, eh ben, je crois qu'il a retenu très peu de bonnes choses. Même s'il dit le contraire en disant ouais, vous retenez. Mais je pense que lui aussi n'est pas satisfait des 5 rencontres qu'il a pu faire. Et je pense que comme nous, il est inquiet pour l'Atalanta Bergame. Eh ben, on espère qu'il rectifiera la mire pour l'Atalanta. Merci à vous trois. On a fait 1h10 je crois de podcast. Voilà, évidemment, il y avait beaucoup de choses à dire après cette finale de Coupe de la Ligue remportée par le Paris Saint-Germain, la 9e et dernière Coupe de la Ligue remportée par le PSG. Je vais vous remercier tous les trois. Merci Mousse, merci Yacine et un grand merci à Hugo Ternes d'avoir été avec nous. Je le disais, membre du compte Twitter Inside Gone. Voilà, je vous invite à, si vous n'êtes pas déjà dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui suit déjà, si vous voulez suivre toute l'actualité du club de l'Olympique Lyonnais, abonnez-vous au compte Inside Gone. Toutes les infos, les stats, les déclarations, tout est sur le compte. Donc merci beaucoup à toi Hugo d'avoir été avec nous pour ce podcast. Merci à vous et merci pour l'invitation. Eh ben, écoute, plaisir merci partagé. Hugo. Tu reviendras avec nous si tu veux pour un match en championnat, un PSG Lyon, un Lyon PSG. Avec plaisir. Eh ben, écoute. Le rendez-vous est pris. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain podcast. Salut à tous. Ciao.